mais aussi l'oncle de mes cousins, Catherine et Michel, dont le père Léon, frère de Léopold, fut le compagnon d'armes et de tous les combats. Le grand-père de mes enfants Ruben et Abigail, et celui de Sonia et Samy, les enfants de Stéphane. Mais encore, l'ami admiré de beaucoup et de quelques-uns encore par bonheur ici avec nous. Et enfin la légende incarnée pour tous mes propres amis, ceux de la seconde génération, comme il se dit, celle née après. Comment évoquer mon père? Héros résistant à FTP Moy, déporté à Dachau, sans tomber dans une sensiblerie qu'il récuserait fermement. Mais aussi, alors même qu'il ne parlait jamais directement de ses combats, sinon par de rares allusions et que les bribes enregistrées dans mon enfance furent celles dérobées de ses conversations entre soi avec ses camarades de combat ou de déportation, parfois teintées entre eux d'amicales taquineries tournantes. Le plus juste, le plus approprié pourrait se trouver dans quelques vignettes qui dessinent peut-être mieux que tout là où il se tenait. Ainsi, puisqu'il était des tout premiers à avoir rejoint le groupe des FTP Moy et qu'il était enregistré sous le matricule 007, il aimait beaucoup faire remarquer que 007, il l'avait été bien avant James Bond. Ou bien, dans la même veine, de rappeler qu'il n'avait pas disposé, lui, dans la résistance, du matériel sophistiqué que James avait à sa disposition. Autre vignette. Ainsi, lorsqu'il avait fait un vraiment bon repas, où que ce soit, à la maison ou dans un restaurant, il concluait le dessert et exprimait son contentement d'une récurrente parodie. Si on avait eu ça au camp, je serais resté. Ça me laissait tétaniser. Ou encore cette fois, le retrouvant à son travail en revenant de la première projection d'un film de Woody Allen, il s'agissait d'Annie Hall. Je lui raconte le préambule en pré-générique. Woody Allen, en plein écran, il cite comme un commentaire sur les désillusions inévitables de l'existence une petite histoire juive en forme de métaphore. Celle de deux vieilles dames attablées dans un restaurant et n'ayant plus que la plainte répétée comme un reste de joie pour leur âge avancé. L'une dit à l'autre: « Qu'est-ce que la bouffe est mauvaise ici ?» Et l'autre d'ajouter: « Oui, en plus, les portions, elles sont trop petites. » Et mon père de partir alors dans un éclat de rire irrépressible, infini et étouffant, sans pouvoir reprendre son souffle, quasi apoplexique, que ça en devenait inquiétant. Puis, quand même, récupérant sa respiration, il explique: c'était comme ça au camp. Et d'ajouter: demain, j'ai une réunion des anciens de Dachau, je vais leur raconter, ils en jubilaient d'avance. Moi, je ne savais plus où me mettre, saisi glacé. D'autres vignettes encore, comme ce récit qu'on m'avait un jour soufflé lorsque, revenu de déportation, il retrouva ses camarades de résistance et que ceux-ci lui font confidence qu'après son arrestation, il s'inquiétait de son endurance devant la torture prévisible et donc s'il réussirait à ne pas parler. Et lui, de leur rétorquer du tac au tac: comment vouliez-vous que je parle? J'avais les monotes, en référence à la volubilité gestuelle de l'élocution juive. Et puis encore ces histoires qu'il aimait raconter à un auditoire captivé. Comme celle du déporté revenu qui, pour se refaire une santé, se lance dans la course en haute montagne et qui un jour dérape et se retrouve suspendu dans le vide, uniquement rattaché par son cordage à un piquet planté entre deux rochers avec 1000 mètres de vide sous lui. « Au secours !» appelle-t-il, « au secours !» Sans réponse durant des heures. Puis après ces longues heures, une voix transperce du firmament, descend du ciel et lui dit: « Je suis le Dieu de l'univers. Fais-moi confiance. De mon bras étendu, je vais te poser au sol. Coupe la corde. » « Au secours !» appelle encore le déporté. « Au secours, Dieu !» lui reparle. Essaye de le convaincre. « Je suis le Dieu de l'univers. Fais-moi confiance. De mon bras étendu, je vais te poser au sol. Coupe la corde. »« Au secours !» appelle de plus belle le déporté survivant. « Il y a quelqu'un d'autre ?» Comme quoi on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Ou bien, quoique très longtemps, au moins jusqu'à l'été 68, communiste dur et rigoriste, on pourrait dire sans abus stalinien, bien qu'il aimait prétendre à un fond nanar, cette histoire empreinte d'objections lucides garante au long cours contre toute fusion abrutissante. C'est Moshe,
qui à Moscou croise dans son quartier Ivanov, le responsable de la section locale du parti. Ivanov interpelle Moshe d'un ton au sous-entendu menaçant. « Dis-moi Moshe, on t'a pas vu à la dernière réunion du parti ?»« Oh Ivanov, répond Moshe, si j'avais su que c'était la dernière, je serais venu. » Voilà donc quelques vignettes, il en est de nombreuses, et ses amis en sont bien plus dépositaires sûrement que ses propres enfants. Car hormis ces manières d'allusion et quelques moments très rares de confidence échappée, de débordement d'émotions qui laissaient entrevoir de profondes douleurs, et que j'aurais bien du mal à prononcer ici, le silence était d'usage. Et les rares questions à Florent se voyaient balayées d'un revers. Commence pas. Il y a deux formes de silence. Celui des bourreaux, qui n'est que dissimulation, et celui des résistants, qui est pudeur. Ce qu'il avait vécu, il fallait le chercher ailleurs, mais pas auprès de lui, dans des livres, ceux de Robert Antelme, L'espèce humaine, de Primo Levi, Si c'est un homme, de Charlotte Delbo, Auschwitz et après, et bien d'autres encore, bien sûr, Germaine Tillon, Georges Semproun, Geneviève de Gaulle, Antonio. Cette pudeur signe les authentiques résistants, comme elle signe les justes qui cachèrent les traqués au péril de leur vie. Rédigeant il y a quelques semaines un texte pour une exposition annoncée cet été au Chambon-sur-Lignon et me documentant à cette fin, une exposition du peintre Gérard Garouste, et me documentant à cette fin, je trouvais un témoignage d'André Chouraki, caché et sauvé dans cette Haute-Loire, comme quelques milliers d'autres durant la traque nazie, par cette population de paysans taiseux, indépendants et discrets. Ne nous remerciez pas, lui disait 25 ans plus tard une Madame Roux épicière. Nous n'avons fait que notre devoir. J'ai nommé la pudeur, il faut aussi nommer la modestie, comme trait de vérité de ces hommes et de ces femmes. Il n'est pas simple, pas facile d'être enfant de gens de cette trempe, enfant de héros résistants et aussi déportés. C'est écrasant à proportion du silence entretenu, amplifié de l'admiration inconditionnée que leur vouent ceux aux alentours qui sont informés. Mais au-delà de l'inhibition, c'est aussi inspirant. C'est arrachant à l'indolence ordinaire, aux insignifiances du quotidien. C'est convoquant à ne pas se contenter ou se résigner aux idolaphories, comme les nommait Bacon, ces idoles de la place publique qui flattent la paresse et rendent aussi bêtes que les agents de la domestication peuvent les souhaiter. De cet arrachement, on y apprend par exemple, comme une évidence intrinsèque, à ne pas s'époumoner d'hubris aussi bavarde que dérisoire comme ces slogans débilitants CRS-SS. Fut-on d'un gauchisme 68ard exubérant et exalté. Car la vérité y perd son droit et son devoir, en même temps qu'elle blesse et insulte l'expérience de ceux qui ont vraiment été confrontés à l'ordre SS. Un enseignement subliminal, propice à devenir une matrice pour tout ce qui pourrait se présenter d'un même tabac. On y apprend aussi que la retenue peut être une marque d'esprit, de grandeur, de fierté, c'est-à-dire de virilité, et pas de faiblesse ou de pusillanimité. Des conversations entretenues, tandis que je semblais m'occuper à toute autre chose très captivante, comme de simplement jouer, par exemple, mais les pavillons d'oreilles exagérément distendus vers le centre des conversations. S'exprimait la fierté tranquille des actes commis. Oui, n'ayons pas de précautions euphémisantes et d'affichage d'un pacifisme bêlant non armé. Il s'agissait de sabotage des moyens de production au service des nazis, d'exécution de soldats d'occupation et d'agents de collaboration. Mais s'imprimait simultanément une autre, pas moindre fierté, celle de ce qu'il ne s'était pas autorisé de faire. Celle d'avoir arrêté une action en cours parce que des civils pouvaient y perdre leur vie et parfois comportant de ce fait des risques létaux pour eux-mêmes. Celle de ne pas s'abaisser, aller au-delà de la mise hors d'état de nuire d'un ennemi, celle de se garder de ce que le sentiment de la vengeance ne serve pas de portail aux jouissances de la cruauté, alors même que ces ennemis-là participaient d'un ordre dans lequel les hommes étaient réduits de toutes les manières possibles à la condition et à l'état de matière première et saccageable. On y apprend encore qu'un homme, ça s'empêche, comme le faisait dire Albert Camus à son père Corméry dans Le Premier Homme. Ce n'était pas là l'expression d'un humanisme niais, mais tout le contraire, que c'est le trait d'un homme véritable, dût-il prendre les armes. Qu'un homme, ça s'empêche, c'est encore là que se clive la différence fondamentale entre terrorisme et résistance.
Les actions de ces résistants comportaient une dimension supplémentaire. Elles contenaient en elles-mêmes l'empreinte du motif de leur combat. En posant des limites à leur action, ces résistants faisaient une distinction qui avait une signification éthique entre ceux qui pouvaient être tués et ceux que l'on ne devait pas tuer, même par accident. Cela fût-il inévitable. La dette contractée alors n'était pas déniée. Les fins de la résistance, abattre la tyrannie sous forme d'oppression et d'occupation, sauvegarder quelque chose de la Menschlichkeit, du sentiment d'humanité, élément constitutif d'une civilisation de vie, bornaient les moyens en retenue. La légitimité des moyens y était corrélée à l'équité des fins. Ils faisaient la guerre selon Clausewitz, quand les occupants la faisaient selon Ludendorff. C'étaient des princes, ouvriers, employés, paysans, comme Catherine Vieux-Charrier l'a rappelé, réfugiés juifs, italiens antifascistes, allemands anti-nazis, espagnols républicains, arméniens de familles ayant fui les massacres génocidaires de 1915, autodidactes pour la plupart, ne parlant pas toujours un français chaqué et souvent imprimé d'un fort accent exogène. Ils ne combattaient pas seulement un envahisseur, ils se levaient contre un monde de mort annoncé qui cherchait à prendre ses marques depuis longtemps, d'éleveurs de bétail humain, de domestication uniforme et générale, de démolition de l'homme, de démolition de l'idée même d'homme, comme l'écrivait au retour des camps le survivant Primo Levi. Philosophe né, même sans avoir pu faire des cursus académiques, il savait des choses de base, des principes fondamentaux, que d'autres, emportés par l'euphorie des concepts et l'autocélébration jargonnante, perdent de vue. Il combattait au nom de la raison, de la justice, de la liberté. Il savait d'une sagesse peu commune que la liberté n'est pas la licence du tout est permis, mais le libre exercice du débat et du questionnement sur le bien commun. Que la justice n'est pas le bon cœur angélique qui se dissimule les dures contraintes du réel, mais l'élévation dans l'esprit de l'équité. Que la raison ne serait due pas à un calcul, mais à l'exigence du discernement. Permettez-moi cette petite pique. Chacun d'eux valait 100 Heidegger. Chacune de leurs actions lumineuses valait toute la prose cuistre de l'énamoré hitlérien. Ils ne combattaient pas les Allemands. De cela, Léopold n'était pas silencieux. Ils ne combattaient pas l'Allemagne, celle de Goethe, de von Humboldt, de Jean-Paul ou de Max Weber. Ils combattaient la barbarie, celle qui avait passé un pacte avec le progrès, selon l'expression de Sigmund Freud, et avait ouvert la porte dans les contingences et les inductions des événements de l'histoire une bande d'illuminés païens et d'impudents voyous qui avaient pris le nom de nazis. À l'opposé, la résistance armée, comme sa sœur, la résistance de sauvetage, ont été un travail de culture, non de faibles, mais de petits hommes, d'hommes ordinaires s'élevant un moment hors de l'ordinaire, en majesté. Ils formèrent plus qu'un mouvement social, comme il peut être dit quelquefois. La résistance solidarisa des individualités dans un lien social momentané, invisible, inexploré de l'ordinaire sociologique, la société éthique. À la mesure de toute raison instrumentale dans l'inconcevable de l'irraison totalitaire, les résistants étaient des insensés qui conjuguaient le verbe vivre au futur incertain d'un présent immédiat. Pas le vivre d'une vie nue, mais celui d'une vie suffisamment bonne, comme un Decency l'appelait George Orwell. Ni posture complaisante de rebelle, ni lyrisme infatué de désobéissance. Le point de capiton de la vie de ces résistants FTP Moi, tout comme celle de ceux qu'on nomme les justes, fut une éthique axiale. Ils furent individuellement l'incarnation à leur risque et péril de la convocation contre la déshumanisation barbare, celle d'un monde génocidaire, fait d'archipels de la destruction, qui corrélait sites d'extermination, camps de concentration, établissements d'eugénisme et d'euthanasie, un monde de domestication achevée de l'humain, intégralement chosifiante de l'homme. De même que les justes obéissaient à la convocation que leur faisait la détresse du traqué, ce pouvoir de transfert et de substitution sans lequel il n'y a point de sens de la justice, de sens de l'humain, comme le disait Léon Vert dans son ouvrage Déposition. L'écrivain britannique Mary Ann Evans, connue sous le nom de George Eliot, constatait déjà au cœur du XIXe siècle, dans son chef-d'œuvre Middlemarch,
Que les choses ne soient pas si mauvaises pour vous et moi qu'elles auraient pu l'être, est due pour moitié à tous ceux qui ont mené une vie cachée et reposent dans des tombes que personne ne visite. L'observation gagne un nouveau tranchant de vérité de sens avec les résistants en général, et ceux de la FTP-MOI particulièrement, comme avec ceux qu'on appelle les justes. Leur grandeur, comme leur petit nombre, peuvent être perçus comme un signe tragique. Ils soulignent la solitude ordinaire du courage dans l'humanité banale. Je vous remercie, chère Catherine Vieux-Charles, cher Frédéric Calendra, cher Georges-Paul Langevin, représentante de la nation et du peuple de Paris, par votre action et votre présence ce jour, en mémoire et salutation à Léopold Rabinovitch, d'avoir fait et permis que lui, et avec lui, chacun de ces héros qui ont porté l'hypothèse sur leurs épaules d'un monde possiblement et heureusement vivable, ne soit pas effacé dans des tombes que personne ne visite. Je voudrais, si vous le permettez, joindre à vous dans ces remerciements les journalistes et auteurs que sont Alain Vincenot, Rose Lallier, Marion Van Rettergen et Ruth Hilberman, qui ont concouru par leurs écrits et œuvres télévisuelles à faire connaître, sans qu'ils l'aient cherché, l'existence et les combats de Léopold. Que cette plaque, en son honneur et pour sa mémoire, serve à raconter aux enfants et aux petits-enfants qui passent devant ce qu'il fut et ce que furent ces hommes et ces femmes. Qu'elle transmette que dans des époques où il faut chercher les preuves de l'existence de l'homme, il en reste quand même toujours quelques-uns. Et qu'elle contribue, comme les autres plaques similaires, à les rattacher au faisceau des vivants.